Arnaud Franquinet. Écoute, ça fait, j'ai envie de dire, ben 10 ans qu'on se connaît, peut-être plus même. Et tu étais à l'époque chez Grant Thornton. Et moi, j'étais en train d'essayer de comprendre la vie et parler de leadership et des choses dans les ressources humaines qui étaient ta grande spécialité. Dans tes mots, Arnaud, qui es-tu? Oh, ça, c'est une grande question parce que c'est une question que je me pose depuis toujours et que je continue à me poser. Tu vois, en fait, je pense que ce qui peut me définir, c'est que j'essaie de comprendre qui je suis, je me remets en question régulièrement. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre, c'est de faire des choses nouvelles. Donc, tu m'as connu en fait dans une fonction de RH, effectivement. Précédemment, j'étais pas RH, hein, j'ai eu plusieurs vies. Toi aussi, d'ailleurs, en fait, c'est ce qui nous avait N'est-ce en fait pas? rejoint à l'époque. Toi, tu intervenais et puis je vais trouver en fait ça super intéressant. Effectivement, on avait eu un échange un peu plus approfondi. Et bah, je continue en fait mon petit chemin. En fait, pour moi, je suis une sorte de voyageur. Heu, je suis sur un bateau et puis, tu vois, je vais de port en port et puis, ça me permet d'avancer, de comprendre, de voir en fait la multitude des métiers, la multitude des personnalités, des cultures et puis, de voir en fait effectivement, c'est intéressant parce que en prenant de l'âge, de la maturité, on s'aperçoit qu'il y a des constantes, il y a des choses qui changent, mais il y a des constantes et en fait, je trouve que c'est super intéressant de voir que, justement, au travers de ça, on peut peut-être toucher, j'aspire à pouvoir à un moment, toucher à la vérité. Je ne sais pas en fait si j'y arriverai, mais en tout cas, avoir une vision, de ce qu'est, l'humanité et puis de ce que ça veut dire en fait. Voilà. Tu Hmm. vois, je suis peut-être je sais pas, peut-être en perpétuelle quête de sens, c'est peut-être comme ça, mais d'un côté positif, hein, pas à se lamenter. Plutôt en fait, c'est plutôt quelque chose qui me dynamise de manière très positive. Ce que j'aime en fait, fondamentalement en termes et c'est pour ça que j'adore l'entrepreneuriat, le management, le monde d'entreprise, parce que j'adore en fait avoir des problèmes à résoudre et trouver une solution. Alors, il y a plusieurs choses à l'intérieur de ça. Donc, je vais commencer par l'histoire du voyage, car j'ai toujours dit, ayant ma raquette, je joue quand je voyage. Je pars dans n'importe quel port avec mes raquettes du tennis ou du paddle, parce que c'est ça mon jeu, mes jeux. Et donc, il y a là-dedans toujours une volonté d'avoir des rencontres personnelles en dehors du travail. Pour toi, quand tu fais ces voyages dans les ports, quel est l'aspect personnel qui t'intéresse? Ah bah, c'est la découverte de quelque chose de nouveau, hein. C'est une nouvelle personnalité, des gens nouveaux, tu vois, d'appréhender en fait, ça. Donc c'est très, très axé sur l'humain. Des sports, j'en ai fait plusieurs, parce que j'ai besoin de me régénérer et puis en fait de me challenger. Donc quand j'arrive en fait à peu près à dominer un sport, en fait, je passe à un autre sport. Là, en ce moment, si tu veux, je joue au polo, donc j'adore le polo. J'ai appris, Sur cheval. bah oui, bien sûr. Eh Donc ben, passé 40 ans, j'ai décidé, je ne savais pas monter à cheval et j'ai décidé en fait de jouer au polo. Donc en fait, c'était un apprentissage assez rude, tu peux l'imaginer. Et donc en fait, je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. C'est un jeu qui est hyper intéressant parce que c'est un jeu d'équipe d'abord. bien sûr. Enfin, Avec avec l'équipe des chevaux, par ailleurs. Exactement. Donc en fait, toi, tu dois faire avec le cheval, mais tu dois faire avec trois autres personnes, parce que si on ne joue pas en équipe, on ne peut pas gagner. Et c'est un jeu qui va très très vite. Euh, mais en même temps, il faut être très zen dans sa tête, et il faut être donc il faut être capable de décoder très rapidement et d'être très calme. Et je trouve qu'en fait, c'est assez intéressant par rapport en fait à ce qu'on vit en entreprise. Ou, voilà. Et voilà, c'est en ce moment. Et donc, du coup, forcément, ça, c'est un gros sujet de conversation. À chaque fois que je vais à l'international ou autre, ça me donne le moyen, en fait, de créer des conversations avec les uns les autres. Mais aussi, tu sais, je suis très curieux, moi, des cultures, de comment ça se passe, en fait, ailleurs, etc. Donc, c'est toujours des éléments. Je lis beaucoup, en fait, sur les différences culturelles, sur les choses. Et donc, du coup, à chaque fois, j'aime bien voir comment d'autres personnes voient la vie, mais différemment, avec d'autres, parce qu'ils sont d'une autre éducation, parce qu'ils ont d'autres visions, et je trouve que c'est hyper intéressant. Certainement. Et puis, sur le polo, ce qui est rigolo, enfin, j'imagine que destination Argentine pourrait être sur ta liste.
Elle est sur ma liste. Elle n'est pas encore accomplie parce que il va falloir que je gagne, que j'ai un petit peu de temps pour y aller. Parce que forcément, si je vais là-bas, je voudrais jouer. Donc ça veut dire que j'ai déjà une semaine qui est prise pour jouer. Mais comme l'Argentine, c'est un superbe pays, c'est immense en fait. Parce Mm. qu'entre le sud et le nord, en fait, c'est des paysages fabuleux, différents. Donc faut passer un petit peu de temps sur place. Mais oui, oui, elle est sur ma liste. Mm, certes. Et puis, pour moi aussi, enfin, mon compagnon à l'école, à l'université, avait un handicap 10 au podo. Donc, c'était on va dire, un bon joueur. Ah oui, C'est les meilleurs. 10, C'est les meilleurs. oui. En Argentine, il était 10 et en Angleterre, France et aux États-Unis. Donc, je le connais à travers lui pas mal. Et puis, l'Argentine, c'est aussi le pays de mon sport, le padel. Le padel. Donc, peut-être on devrait y aller ensemble et puis avec nos passions différentes. Bah, bah oui, au contraire même. Ça peut être un super voyage. Et partager nos deux passions. Absolument. Alors, parlons de ton parcours, puisque on s'est connu, tu étais chez Grant Thornton et tu as eu un moment où tu as quitté Grant Thornton. Il me semble que tu es parti en entrepreneuriat. Tu as commencé une société sur ton profil qui s'appelle Wamao.co. Et puis, tu es arrivé sur Gandhi. Donc, raconte-nous un peu ton chemin pour arriver à Gandhi aujourd'hui, en tant que Mon PDG. chemin pour arriver chez Gandhi, il prend forme chez Wamo, en fait, pour Want More Work, en fait, en bon anglais. Euh, et en fait, c'est l'histoire de quelque chose qui n'a pas réussi. Et en fait, j'ai jamais autant appris que ce moment-là. Effectivement, après 10 ans chez Grant Thornton, j'avais envie de faire autre chose. J'étais un petit peu usé par l'organisation et en fait les relations avec le, euh, le patron de Grant Thornton de l'époque en fait n'étaient pas au beau fixe. Enfin, on est arrivé en fait à un moment, je pense qu'il fallait passer en fait à autre chose. J'ai rencontré à ce moment-là deux autres personnes et on a eu comme idée à l'époque de vouloir créer une verticale du conseil, pour créer un algorithme qui permette de mettre en relation des experts, n'importe quelles expertises, avec des besoins en entreprise ou dans les organisations. Un peu en avance par rapport à la maturité du marché. Euh, donc, du coup, on est parti sur cette aventure entrepreneuriale qui a été très, très riche pendant 1 an et demi, où on a constitué un POC. Alors, on a fait des erreurs d'exécution, ça nous a coûté 6 mois. Quand tu es à Ah, ton compte, c'est très, très lourd en fait oui, oui. à pouvoir supporter. On était aussi trop en avance par rapport au marché, je pense. Mm. Donc, on n'a pas trouvé notre marché. Et c'est ce qui m'a amené, en fait, tout simplement après à regarder et à commencer à prester dans la compétence que je savais faire, c'est-à-dire accompagner des entreprises qui avaient des grosses croissances à se structurer au niveau RH et aligner leur organisation RH par rapport à leur stratégie puis leurs ambitions. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai croisé effectivement un chasseur de tête qui m'a parlé de Gandhi, puisqu'il y avait un sujet RH chez Gandhi, et c'est par cette porte que je suis arrivé chez Gandhi. Je ne connaissais rien à l'activité des noms de domaine et de l'hébergement, et donc je suis rentré par la petite porte des RH pour créer un peu de lien, parce il y avait des équipes qui se regardaient en chien de faïence, qui ne travaillaient pas, qui ne collaboraient pas positivement ensemble, et donc il y avait un enjeu à ce niveau-là. C'est normal. Alors, l'échec est nourrissant. En tout cas, c'est mon point de vue. J'ai fait deux très beaux et grands échecs. Et comme tu dis, on apprend plein. Pour toi, quels étaient les apprentissages les plus intéressants que tu as eus avec ton échec? Bah, en fait, si tu veux, jusqu'à maintenant, j'avais en fait un parcours un peu rectiligne et puis dans des grosses structures. Donc, tu es porté par la grande structure. Là, en fait, on était bah, à notre compte, il fallait développer. Donc, en fait, tu as un miroir, tu es direct, tu peux pas te mentir. Donc, en fait, Mm. si tu peux pas aller dire bah, c'est parce que c'est la structure, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Non, ça marche ou ça marche pas. Et puis, en fait, il faut trouver, il faut décoller. Donc, ça, c'est quelque chose qui était important. Le fait aussi de travailler avec des associés, le choix des associés, c'est pas toujours évident parce que finalement, on part sur une idée, et on ne connaît pas forcément les personnes au long cours, et après, en fait, bah, le fait que ça décolle pas, etc., en fait, on apprend sur les choses. Euh, euh, c'est très, très riche parce qu'on s'est attelé à quelque chose de compliqué. En fait, on a construit un algorithme, et la difficulté qu'on a eue sur cet algorithme, c'était comment
comment programmer le hasard de la rencontre riche. Je Mmh. m'explique. Un algorithme, Serendipity, l'algorithme du serendipity. exactement. L'algorithme, en fait, c'est assez facile de dire, en fait, ça match et ça va. Et en fait, tu fais un matching sur des choses, en fait, objectives, mais créer, en fait, les rencontres, en fait, les plus belles rencontres, c'est les rencontres improbables qui vont créer de la valeur. Mais en fait, si tu regardes en fait la probabilité du matching de ces rencontres, en fait, elle est quasi nulle parce qu'elle se fait sur quelque chose qui n'est pas forcément fondamental. En tout cas en termes dans le business et dans la rencontre de consultants. En fait, quelque chose de trop abouti en termes de propositions en fait, de valeur de recherche, tu ne vas pas choper le bon consultant, enfin tu vas choper un consultant, mais qui rentre dans la norme. Ok, d'accord. Très bien, il va délivrer le travail, il va rendre. Mais c'est pas, je dirais, la rencontre par erreur qui peut donner le petit plus, tu vois, qui va faire qu'en fait, tu vas avoir une mission et en fait un conseil. Et donc c'est, tu vois, que c'était en fait un. Et on a réussi à le faire. Puisqu'on a fait quand même tourner notre modèle sous forme de POC, ça marchait. Et alors, donc ça, c'est super intéressant parce que du coup, se dire en fait qu'avec un algorithme, tu as quand même réussi à non pas programmer le hasard, mais à faire en sorte que il peut y avoir un hasard qui marche ou qui marche pas. D'ailleurs, on l'a laissé parce qu'en fait, par définition, tu ne peux pas programmer qu'il va marcher, sinon c'est plus du hasard. C'est assez complexe, hein. Mais c'était hyper drôle. Et on a réussi en fait à trouver un moyen de le faire fonctionner. Et en fait, ça marchait. Alors, je désespère pas en fait un jour ou l'autre de développer cet algorithme parce que je pense qu'en fait il peut être très puissant, mais en fait il faut encore un peu de maturité. Le marché n'est pas encore mûr aujourd'hui. Et, et certainement à l'intérieur de ça, quand même, la technologie, la capacité de programmer le chaos quelque part ou programmer l'imprévisible. En fait, tu le programmes pas, il faut le favoriser. Tu peux pas par définition le programmer. Tu vois, c'est comme en fait la fonction random. En fait, elle est pas, tu peux pas la programmer. C'est pas du vrai random. Pour aller chercher du random, en fait, d'un point de vue en fait algorithme, tu vas aller chercher quelque chose qui ailleurs. Mais il faut pas que ce soit en fait sizé par une intelligence artificielle ou autre. Donc en fait, il faut que ce soit pour avoir le hasard pur n'existe pas finalement dans la programmation. Eh bien, j'ai envie de dire, Arnaud, que ça arrive peu dans la vraie vie, Le hasard? le hasard pur. Je m'entends. Si j'ai des pensées, enfin des pensées qui m'arrivent, si je suis en ligne avec toi, c'est pas par hasard. On a eu des rencontres, ça nous a permis d'avoir cette rencontre. Mais dans la vraie vie, il y a des pensées on a beaucoup de pensées, mais parfois il y en a certaines qui sortent de ma bouche, mais pas d'autres. Qu'est-ce qui fait que ce choix, qui pourrait être hasardeux, ou une rencontre, quand tu vois quelqu'un dans une rue, ah tiens, mais quelles sont les chances que je te rencontre dans la rue? Eh bien, on est à Londres, c'est pas Timbuktu. Donc, imaginons, tu vois, le côté small world, parfois c'est presque mécanique que ça arrive. Je sais pas. Parce qu'à l'échelle, en fait, de la vie de l'humanité, à l'échelle comment ça s'appelle, euh, de l'univers, il y a quand même en fait des rencontres qui sont quasi improbables. Improbable. C'est vrai, bien sûr. Après, enfin, je pense que si tu veux, le point de départ, à notre petite échelle, en fait, c'est vraiment un pur hasard. Euh, la survivance, enfin, l'apparition de la vie, le fait qu'il y ait des extraterrestres, etc., ce n'est pas du hasard, parce que statistiquement, vu l'importance de l'univers et vu en fait la profondeur dans le temps, euh, il y a des phénomènes qui vont se faire au départ et qui vont créer. En revanche, ce qui est hyper intéressant, si on prend l'analogie de la vie, parce que c'est un peu une rencontre en fait improbable au départ. Donc mathématiquement, en fait, bah, effectivement, il y a une statistique en fait qui fait qu'elle va apparaître. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, elle continue dans le temps et qu'en fait, elle a pris un chemin et que ce chemin, en fait, bah, il dure. Il s'est pas juste en fait arrêté. Et c'est un peu pareil en fait sur les rencontres que tu évoques. C'est-à-dire que pour moi, en fait, tu as un point de départ. À notre échelle, peut-être que tu as raison, à une échelle plus importante, c'est peut-être possible que ça se rencontre parce qu'on n'est pas tant que ça, etc. Tu as peut-être raison, je ne sais pas, mais il faut prendre beaucoup de recul. À notre échelle, ça nous paraît quelque chose d'intéressant, mais après, si tu veux, il faut le cultiver, il faut l'enrichir. Et en fait, on se retrouve, on s'échange. Tu vois, on ne s'est pas vu pendant 10 ans, là, on prend plaisir en fait à redialoguer, on remet en fait en connexion des échanges qu'on avait eus. Bon, bah, évidemment, je suis d'accord avec toi, il y a peut-être, c'est pas du hasard.
Pour revenir à quelque chose que tu disais, parce qu'au tout début, on a parlé de qui es-tu et tu as parlé de la quête de la connaissance de soi. Et ce qui est marrant, c'est que deux fois dans ce que tu as parlé de ton expérience avec Wamao, c'était, il y a l'effet miroir. Donc, tu es en face du miroir, toi en face du miroir. Alors, évidemment, c'est toi ce que tu fais et les séquelles ou les résultats qui apparaissent. Et puis ensuite, tu as parlé de la connaissance de tes associés et que à force d'aller dans ce genre d'entrepreneuriat où vous êtes ensemble tellement intensément, à force, on se connaît beaucoup mieux, et plus personnellement que techniquement ou compétences professionnelles. Bah, oui, on se rencontre, on apprend sur soi. Mais en fait, si tu veux, plus forte que une des expériences que j'avais connues quand j'étais jeune, je me suis retrouvé jeune, 2 ans au Sénégal. Donc je sortais en fait d'un environnement parisien plutôt en fait assez confortable, etc. Et je me suis retrouvé en fait, voilà, je suis parti 2 ans en fait en CSN au Sénégal. Et en fait, bah, j'ai été avec ma femme et on a eu notre premier enfant là-bas. À, ouais, j'avais 22, 23 ans. Euh, donc, c'est pas, ouais, enfin, plein de choses qui sont passées, qui sont arrivées. C'était pas simple. Et en fait, c'était un des rares moments. Et c'est pareil, en fait, pendant cette période d'échec entrepreneurial, entre guillemets, parce que c'est pas un échec, en fait. Euh, et ben, c'est des moments où j'ai eu conscience de prendre de la maturité. C'est rare dans la vie, quand même. Hmm. Conscience. Tu n'as pas besoin de prendre l'effet de recul sur le temps, sur le moment, tu prends conscience que tu prends de la charge et que tu matures. Donc j'avais eu ça très jeune. Pas, je l'ai eu de nouveau en fait lorsque je me suis confronté justement en fait à cette entreprise. En fait, voilà, il faut tout créer, il faut tout, voilà, on part du jour au lendemain. Parce qu'en fait, mon entrepreneuriat, je l'ai fait, en fait, bah, j'avais une quarantaine d'années, des charges de famille, un appartement à payer, etc. Donc, en fait, si tu te plantes, c'est lourd de conséquences. Et en fait, je suis pas quelqu'un d'irrationnel. Donc, en fait, quelque part, ça trottait quand même en moi. C'est pour ça qu'en fait, une erreur d'exécution de 3 mois, de 6 mois, si tu veux, bah, tu la payes cash. Tu es obligé de pivoter très vite si tu veux ne pas te retrouver bah, à la rue ou des choses comme ça. Et en fait, tu peux pas entraîner une famille, c'est pas possible. Euh, En tout cas, moi, dans ma tête, c'était pas possible. Je le comprends. Enfin, évidemment, la famille aussi Du contribue. coup, bah, tu prends des, ouais, voilà. Mais en fait, soit c'est des moments où en fait, j'ai eu le sentiment pendant l'instant, tu vois, de prendre de la maturité. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup, en fait, finalement, dans une vie, je pense, des moments comme ça. Je, Après, il y a s- plein je- de choses qui peuvent, ça doit être comparable à des personnes qui doivent surmonter des maladies graves ou des choses comme ça, tu vois. Tu dois avoir, c'est la même profondeur, en fait, je pense. Sans avoir la maladie, c'est un grand tournant. Génial. Alors, on va parler du Gandhi parce que le truc qui est drôle, Arnaud, c'est que je suis client de Gandhi personnellement. Enfin, je ne sais pas combien de temps, mais j'ai une ligne facture de Gandhi qui est là depuis très longtemps. Et donc, je connais un peu ce que fait Gandhi. J'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres entreprises qui travaillent dans les domaines, les noms de domaines. Donc, je connais un tout petit peu, mais Gandhi, explique-nous ce que est Gandhi pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Gandhi, déjà, c'est une boîte française qui existe depuis 20 ans. Donc, en fait, c'est une petite fierté française qui n'est pas très bien connue. Donc, ça, c'est déjà on est 130, 140 personnes présents aux États-Unis, en France, au Luxembourg et à Taïwan. Ça, c'est pour présenter grosso modo enfin pas grosso modo, en fait, de manière assez précise, en fait, la société. Qu'est-ce qu'on fait? On propose des noms de domaine. Principalement, c'est 70% 75% de notre activité, c'est les noms de domaine. Le reste, après, c'est des produits qui sont adossés au nom de domaine, qui sont une boîte mail, qui sont en fait un site, un certificat SSL pour pouvoir naviguer et dire qu'en fait c'est bien un site sécurisé, ou un blog, ce genre de choses. Mais si on revient au nom de domaine, c'est quoi? Le nom de domaine, c'est la sur Internet. Donc tout le monde en fait utilise les noms de domaine sans le savoir.
Ceux qui ont des entreprises et qui ont des marques, généralement, ben, le savent parce qu'en fait, ils vont décliner en fait, cette marque en fait, sur un .com, sur un .fr pour après mettre un site ou créer en fait, une existence sur le web. Mais sinon, c'est vraiment la première brique d'existence sur Internet. Donc ça, c'est le côté un petit peu, enfin, je veux dire technique entre guillemets, parce que c'est vulgarisé. Et derrière, en fait, alors qu'est-ce qu'on fait, nous, Gandhi, là-dessus? Ben, on adresse deux marchés. Un marché retail, donc pour tous les individus, tous les professionnels, toutes les PME qui viennent acheter sur notre site ces noms de domaine. Donc, grâce à notre site, on rend quelque chose de simple. Il y a à peu près, il y a un peu plus de 1300 extensions possibles. Donc, les extensions, c'est ce qu'il y a après le point. Donc, voilà, il y en a plein et à chaque fois, tu as un contexte juridique qui n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des extensions, tu as des registres différents et par exemple, pour un point .fr, il faut être résident européen. Euh, pour, euh, pour un point .org, il faut être une entité en fait à but non lucratif. Enfin, tu peux être aussi une entreprise, ceci dit. Pour les points .com, c'est beaucoup plus ouvert. Voilà. En fonction des extensions, tu as des règles ou pas, et tu as en fait un certain nombre de choses. Et puis forcément, nous, si tu veux, on est l'interface, donc on rend ça simple pour la personne, et on est l'interface, comment dire, qui écrit en fait dans les livres de l'Internet que tel nom de domaine appartient à un tel, moyennant en fait le paiement d'une redevance en fait, annuelle. Ça, c'est le métier pour l'ensemble, la plus grosse part de la partie ouais, pardon, du retail, comme tel que j'ai défini avant. Et à côté de ça, on a développé une autre activité où on accompagne les entreprises, les grandes entreprises, pour faire le lien avec leur gestion des marques, puisque elles ont en fait des marques. Tu viens en fait d'un très grand groupe qui avait plein de marques avec plein de sites, et donc du coup en fait ces marques, bah, à un moment, il faut que tu les transformes en site ou en fait en existence sur Internet, ou voire pour les protéger, tu vas devoir déposer des noms de domaine pour éviter que les huluberlus utilisent la marque en fait à mauvais escient et vendent des produits en fait dans ton dos. Donc là, nous en fait, on a des activités où on conseille les entreprises. Et quand je parle de grandes entreprises, c'est des grandes entreprises qui ont 5, 10, 20 000 noms de domaine à gérer, hein. Donc en fait, c'est des gros portefeuilles. C'est pas simple parce qu'il faut organiser la gouvernance de ces noms de domaine. Il faut organiser le droit des noms de domaine n'est pas le même que le droit des marques. C'est-à-dire que dans le nom de domaine, c'est le premier qui est arrivé qui est servi. Alors que lorsque tu as une marque et que tu déposes ta marque, tu as quand même en fait du coup une légitimité juridique en fait en fonction de ce que tu as pris sur un, 2, 3 ou le monde entier en fonction de là où tu as déposé ta marque. Mais le nom de domaine, tu peux avoir déposé une marque, mais en fait ton nom de domaine ne t'appartient pas forcément automatiquement. Après, il y a des moyens pour récupérer, pour empêcher. C'est l'usage, en fait, c'est un mauvais usage du nom de domaine qui peut être problématique. Mais le détenir, c'est vraiment le premier qui le dépose. Donc, tu as toute une gestion en fait, à faire pour aider en fait, ces entreprises justement à surveiller, à anticiper éventuellement des mauvais dépôts et les accompagner dans cette gestion en fait, assez complexe des choses. Il faut avoir en tête que tu as 350 000 noms de domaine qui sont déposés chaque jour, nouveaux. Donc c'est une industrie en fait assez intéressante, très riche, parce que du coup, effectivement, elle génère énormément de potentiel de développement économique et de marge. Elle génère aussi énormément d'abus. Et donc nous, en fait, on est bah, au milieu de tout ça pour faire en sorte de faire en sorte que les personnes qui ont leur nom de domaine peuvent l'exploiter normalement, correctement, sans être embêtées. Après, tu as aussi toute la partie technique, c'est-à-dire que ton nom de domaine, il ne faut pas qu'il tombe. Si tu as un site avec un nom de domaine et qu'il est injoignable, ça pose un problème. Donc, en fait, derrière, il y a ça aussi. En fait, il y a une maintenance en fait, technique assez forte. C'est assez complexe, hein, parce que ça veut dire en fait un certain nombre de choses. Nous, par exemple, on a ce qu'on appelle derrière un des meilleurs DNS au monde. Ça veut dire qu'en fait, si tu as un nom de domaine chez Gandhi, tu es assuré d'avoir une résolution du nom de domaine sûre, très rapide, quel que soit l'endroit du monde où on fait la requête pour venir sur ton site.
Est-ce que tu considères ce point un de tes points spéciaux, unique selling proposition, de Gandhi par rapport à la concurrence? C'est un des points, c'est pas le seul. On est en fait dans le top 10 mondial. Donc ça veut dire que de temps en temps, on fait mieux que certains très gros Américains. Donc oui, ça c'est un des éléments. Il y a aussi en fait un deuxième élément qui est très très important, c'est notre customer care, notre service client. On a fait le choix de l'avoir à l'intérieur de Gandhi et de ne pas l'offshorer. C'est des salariés de Gandhi. C'est souvent en fait d'ailleurs des salariés qui ont pratiquement la même 20 ans d'ancienneté, toi, comme Gandhi, qui ont grandi avec Gandhi, qui sont dans les bureaux avec les devs. Donc en fait, ils sont en proximité. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont capables d'accompagner nos clients avec un service rubis sur l'ongle. Donc, parce qu'en fait, avoir un nom de domaine, ça va, c'est simple. Mais après, quand tu vas venir mettre dessus un site, quand tu vas vouloir aller mettre en fait un hébergement, où tu vas mettre un blog, où tu vas vouloir mettre une boîte mail, souvent tu vas t'adresser à des autres sociétés qui vont soit essayer de récupérer ton DNS, donc en fait ils vont utiliser le DNS de la société, mais pas de Gandhi. Du coup, il peut y avoir des conflits, ça peut pas marcher. Il y a en fait, donc tu rentres très vite en fait dans des petites complications, et c'est pour ça qu'on a en fait un service customer care. Et ça, c'est un choix. Ça nous coûte de l'argent, mais en fait, c'est un choix qui a toujours été primé pour Gandhi. On a ce customer care fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'où notre présence en fait mondiale. Ça permet d'avoir un follow the sun en bon français. Et ça, c'est des choix en fait, ouais, qui sont déterminants, plus le fait qu'on existe depuis 20 ans, mine de rien. Donc en fait, on est quand même en fait un acteur reconnu de ça. Et puis, on est assez sélectif en fait sur nos clients, c'est-à-dire qu'en fait, on ne propose pas des noms de domaine pas chers. On estime que bah, il y a un service, donc en fait, et en faisant ça, on fait aussi une sélection, c'est-à-dire que bah, les clients, ils ont un usage. Donc on a très très peu d'abus. Euh, D'abus, c'est-à-dire les gens qui achètent et font rien avec Achèterait tout juste pour ça. revendre. Ouais. En fait, non, non, non. C'est des personnes, toutes les personnes qui montent des sites, des mauvais sites, pour faire des attaques, etc., privilégient des noms de domaine pas chers. Ou en fait des registreurs où tu peux l'acheter pas cher pour 1 euro ou 2 euros, puisque c'est juste pour faire une arnaque. Et donc, du coup, si tu veux, ils baissent les coûts. Euh, donc, ça ne veut pas dire qu'en fait, on n'est pas susceptible d'être utilisé, hein. On fait attention. Mais en tout cas, moins que d'autres. Et on a un service juridique et abuse, c'est le terme technique de la profession, qui est assez vigilant là-dessus pour éviter en fait qu'on soit instrumentalisé. Et c'est pas toujours évident parce qu'avec avec le jeu des VPN, des rebonds, etc., tu peux te retrouver en fait dans une chaîne alors même que tu n'es pas du tout, c'est pas toi qui tiens le site par exemple, mais tu peux être dans une chaîne qui fait que ça passe par toi. Je voudrais parler d'une question assez pragmatique. Je vais l'orienter autour de moi, mais ça peut être n'importe quelle autre marque. J'ai minterdial.com. J'ai aussi minterdial.fr. Qu'est-ce qui m'arrêterait ou qu'est-ce qui devait être le consigne pour une entreprise qui a son .com, son .fr, son .co UK, enfin, etc. Est-ce qu'on devrait acheter l'ensemble? Parce que comme il y a maintenant 1000, bien sûr, je ne peux pas faire du .org, je ne devrais pas faire du .de parce que je n'ai pas d'hébergement en Allemagne, mais ça semblerait une espèce de fuite en avant pour les marques. S'ils ont besoin de toujours acheter tout le temps, qu'est-ce qui ferait une bonne ligne de Alors, décision? un point com, en fait, c'est universellement reconnu, donc en fait, c'est une force très très forte, tu vois, par exemple, parce qu'en termes de communication, en fait, quand tu donnes en fait une marque, tout le monde va aller chercher le point com. La difficulté du point com, c'est qu'il y a une rareté, parce qu'en fait, par exemple, à moins de 5 lettres et moins, il n'y a plus de point com disponible. C'est que le marché secondaire. Donc en fait, quand tu veux créer quelque chose, c'est compliqué de. Voilà. Après, après, en fait, ça dépend un peu des logiques en fait de ce que tu veux faire. Un point .fr, ça peut avoir du sens si effectivement tu as une ligne française. Même si l'AFNIC essaye justement en fait de proposer une alternative au point .com en disant bah voilà, point .fr c'est pas que pour la France, c'est juste un endroit sécurisé où vous pouvez avoir votre nom de domaine qui est sécurisé parce qu'il n'y a pas d'abus, etc.
Mais après, en fait, ça dépend vraiment des stratégies. Si tu t'appelles LVMH, bah, c'est sûr qu'en fait, il va falloir que tu te protèges pas mal parce que si tu veux, c'est une très forte notoriété, c'est du luxe. Il y en a plein d'autres, hein. J'ai pris cet exemple, mais il peut y en avoir plein d'autres. Et donc, du coup, il va y avoir des personnes qui vont avoir tendance à essayer, en fait, si tu as oublié une extension, eh ben, ils vont l'utiliser pour se faire passer pour et essayer de vendre en fait des produits bas de gamme. Et voilà, donc en fait, plus tu vas avoir une marque avec une très forte notoriété et des enjeux financiers derrière assez forts, plus effectivement, il va falloir que tu regardes ce que tu peux faire. Mais il y a des produits qui permettent de mettre de la surveillance. Je t'explique. Nous, en fait, si tu veux, on screen. Donc, on regarde systématiquement les 350 000 noms de domaine qui sont déposés tous les jours. Et pour certains clients, on fait de la surveillance. Donc, on est capable après de les remonter et de dire, attention, vous avez là quelque chose qui ressemble à votre marque qui est déposé. Parce qu'au-delà même de la marque précise, il y a plein de petits malins qui utilisent aussi les inversions de lettres que ton œil en fait ne voit pas, parce que tu lis très vite, ou des alphabets différents. Tu as des alphabets différents où tu as par exemple une voyelle où tu as deux O, comme ça, côte à côte. Donc en fait, tu peux acheter Google, tu peux avoir google.com si tu veux, mais c'est pas le même alphabet que l'autre. Donc en revanche, quand tu vas dans ton navigateur et que tu demandes que tu demandes à revoir le code, bah, tu vois que c'est pas la même adresse. Mais toi, ça c'est le profane. En fait, c'est la personne qui va vite ne le voit pas. Donc oui, en fait, nous, on éduque beaucoup là-dessus, on essaie d'éduquer, on accompagne, c'est pour ça qu'on accompagne les entreprises, justement, c'est pour les aider à se dire qu'est-ce qui est raisonnable, parce que tu ne peux pas tout acheter. Imagine, tu es une entreprise, je sais pas, moi, tu développes 5 produits dans l'année, entre les concepts, enfin, c'est pas possible, quoi. Il y a un C'est moment une où usine à gaz. c'est une usine à gaz. Et donc, du coup, bah, nous, en fait, on connaît, on a des précaux, on sait ce qu'on peut faire pour protéger, on connaît là où il peut y avoir des risques. Et donc, c'est ce qu'on accompagne. Et puis, on les accompagne aussi après, hein, quand il y a un problème pour faire taire, euh, puisqu'on a plein de contacts informels avec toute la profession, donc on peut très vite, indépendamment du juridique, généralement on lance une procédure juridique, mais c'est un peu long, et indépendamment de ça, en fait, on est capable d'aller d'avoir les contacts avec les services des autres structures pour leur dire, attendez, là, il y a un truc qui ne va pas, il faut faut que vous le suspendiez. Jamais supprimer, parce que si tu le supprimes, en fait, il se recrée ailleurs, mais le suspendre. Le temps, en fait, que la procédure juridique, en fait, suive son cours. À t'entendre, je comprends que le problème majeur, c'est la mal utilisation des mal acteurs qui vont mal utiliser, vont faire semblant d'être, au lieu de juste m'asseoir sur, imaginons qu'il y a un LVMH.RSA qui n'a pas été, enfin, pour l'Afrique du Sud, qui n'a pas été pris. Ça aurait été ZASA. Oui. Mais et je m'assois dessus en espérant que LVMH vienne me dire je veux l'acheter de toi. Et il sera Ça, pas tard. c'est. Ah bon, Alors, d'abord, rien ne t'interdit de le faire si c'est libre, d'accord? En revanche, tu pourras avoir un problème dans l'usage. C'est-à-dire oui, qu'en non, fait, mais tu je l'ai. Juste, je savoir. l'ai. Je ne l'utilise pas. Pas de problème. Ça, s'ils ne l'ont pas déposé, bah, c'est le premier qui l'a déposé. Après, si tu veux, ils peuvent le récupérer, il y a des moyens pour le récupérer. Mais une boîte, alors nous, on accompagne les boîtes pour acheter les noms de domaine. C'est sûr que si toi, Minterdial, tu vois arriver à LVMH, tu vas en vouloir en fait un certain montant. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, qui est un avatar qu'on a créé, qui existe depuis 10 ans et qui dit, mais non, mais j'ai besoin de ça pour mon grand-père qui veut monter en fait le musée LVMH en Afrique du Sud, machin, etc., bah, tu vas me le vendre un peu moins cher. Et du coup, je pourrais en fait accompagner. Tu vois. C'est Négo. pour ça qu'on travaille, voilà. C'est pour ça qu'on travaille aussi sur ce sujet en fait avec des entreprises parce que, enfin, mais effectivement, après, il y a des petits malins. Alors, il y a des petits malins qui, à chaque fois qu'il y a en fait une sortie d'extension, une nouvelle extension qui est créée, déposent en fait toutes les marques. Bon, mais ça, maintenant, il y a des moyens pour éviter ça. Parce que si tu veux, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est de l'argent. Enfin, il y a aucun sens à ça. J'imagine, dans ce cas-là, évidemment, tu es en lien parce que tu as eu des positions intéressantes en France, en Angleterre. Tu es en lien avec ICANN, l'organisation aux Alors, États-Unis, pour être au courant de ce qui se passe, qui va venir, etc.
En fait, j'y vais, je fais toutes les réunions de l'ICANN. Oui, effectivement, je suis présent en fait à l'ICANN, donc qui est l'organisme qui. Alors, juste pour expliquer quand même, l'ICANN, c'est une organisation multipartie hébergée aux États-Unis, effectivement très emprunt en fait de la culture américaine, mais qui, dans son processus décisionnel, est quand même très ouvert. Donc, qui est constitué par tous les acteurs. Et en fait, c'est une grosse machine à créer la réglementation de l'Internet, mais qui repose, en fait, c'est assez intéressant d'ailleurs comme modèle, qui repose en fait sur des échanges entre tous les acteurs. Donc, c'est une grosse assemblée nationale avec, donc les acteurs sont représentés, il y a des registreurs, voilà, il y a plein de règles. Et tout ça, en fait, ça travaille en permanence toute l'année pour faire évoluer les règles, pour reprendre les sujets un par un, pour faire avancer les choses. Même si, effectivement, c'est très, 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 comment dire, irrigué par la culture américaine. Mais enfin, c'est quand même en fait une machine, pour reprendre les termes exacts. Et donc, en fait, cette organisation nous réunit 2 à 3 fois par an. Et effectivement, c'est l'occasion pour nous tous, en fait, de nous réunir, d'échanger et de pouvoir voir ce qui bouge et d'être au courant. Notamment, là, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle les abus de DNS. Donc, en fait, toutes les personnes qui peuvent, en fait, utiliser à mauvais escient les noms de domaine. Mais encore une fois, il ne faut pas faire peur à tout le monde. Ce mauvais usage c'est vraiment c'est par rapport aux marques et les marques qui ont en fait un gros impact. Après, pour le particulier, c'est plus en fait, c'est des gens qui vont être victimes en fait après d'escroqueries sur des fausses Oui. plateformes ou genre. Ça aussi, en fait, en termes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire toujours attention quand on navigue. Je préfère, en fait, les gens qui vont sur le site, qui tapent eux-mêmes plutôt que de cliquer sur un lien, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, en fait, sur des mails, en fait, avec des faux liens. Et la grosse difficulté qu'on observe, c'est qu'avec le développement des nouvelles intelligences artificielles, là, qu'on voit type ChatGPT ou autre, c'est assez facile en fait de créer un faux site. Euh, C'est-à-dire en fait la barrière à l'entrée, elle a baissé d'un coup et n'importe quelle personne sans avoir des compétences informatiques très très fortes peut monter en fait un faux site et faire une arnaque assez facilement en 3 4 minutes. Et en fait, si on fait pas attention, ben on se fait avoir en fait assez facilement. Donc effectivement, il y a un appel à vigilance. Mais je ne sais pas trop comment le faire, mais en fait, il faudrait en fait travailler là-dessus beaucoup plus, je pense, avec les pouvoirs publics d'ailleurs, en fait, dans tous les pays pour bien expliquer ça. J'ai eu mon frère qui a eu quelqu'un qui a pris son identité, donc je l'ai vécu à travers lui. Le fait que ICANN soit basé aux États-Unis, évidemment, il y a tout ce qui se passe en Chine, tout ce qui se passe en Russie, mais le fait que c'est aux États-Unis, basé aux États-Unis, ça ne te pose pas de problème? l'ICANN, alors Mhm. l'ICANN, juste pour information, j'ai oublié de préciser, l'ICANN ne gère que ce qu'on appelle les GTLD. Parce que tu as deux grosses familles de TLD. Donc, les TLD, c'est les extensions, pardon, c'est ce qui est derrière le point, c'est point quelque chose. Il y a deux grosses familles. Tu as la famille des CCTLD pour les country codes. Et donc là, tu as 2 lettres. Et ça, c'est chaque pays qui est souverain sur la gestion de son extension. Le point .fr, c'est par la France. Le point EU, c'est par les États-Unis. Le point UK, c'est par l'Angleterre. Et donc ça, c'est chaque pays qui est souverain là-dessus. L'ICANN n'est souverain que sur les autres TLD. Hein, donc le point .com et puis tous les autres. Alors, la question, est-ce que c'est aux États-Unis, ça pose question ou pas? C'est pas tant le fait que ce soit aux États-Unis que ça repose sur des racines, hein. Donc, toute cette résolution Internet repose en fait sur ce qu'on appelle des racines, qui sont l'endroit, en fait, qui sont les serveurs où sont inscrits en fait toute la correspondance entre les IP et en fait les noms de domaine. Et les principales racines sont aux États-Unis, oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, lorsque on parle de souveraineté numérique, euh, c'est bien d'avoir un cloud, en fait, si tu veux, dans son pays, mais si pour accéder à ton cloud, tu passes par des résolutions qui sont tenues par les États-Unis, bah, ta souveraineté, en fait, elle est toute relative. Puisque tu utilises une technologie et tu utilises, en fait, voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, en fait, que les Russes et les Chinois cherchent, en fait, effectivement, à avoir, en fait, et à créer des racines alternatives. Euh, alors, c'est intéressant parce que
Est-ce que c'est une menace ou pas sur la fragmentation de l'Internet? C'est des vraies questions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la valeur de notre Internet ne repose que sur le nombre de personnes qui fonctionnent. Si demain, tu as en fait une autre résolution et qu'il y a en fait plus de monde sur cette autre résolution, eh ben, notre système, en fait, il va perdre de vitesse et en fait, il aura moins de valeur. On comprend bien que si tu utilises, en fait, donc c'est le couple nom de domaine, l'utilisation de Google à 80, plus de 90%, ou en fait des ersatz de Google qui font qu'en fait tout ça, ça fonctionne. Si demain tu imagines, mais il faudrait quand même du temps, hein, enfin, c'est pas aussi simple que ça, mais si tu imagines effectivement, bah, je sais pas, moi, tu mets dans une autre résolution, en fait, minterdial.com qui pointe, mais qui va pointer sur un autre site. Mais ça pourrait exister, en fait, sur une autre racine. Aujourd'hui, c'est pas très grave, parce que si tu n'as que deux personnes qui y vont, bon, bah, c'est que dalle par rapport en fait, au reste. Mais si demain c'est l'inverse, bah, ça veut dire en fait que quelque part, ton nom de domaine n'a plus le même impact. Et donc, c'est voilà. Ils n'ont plus la Et c'est même hyper valeur. intéressant. Ça, en revanche, c'est hyper intéressant, effectivement, de voir ce qui se passe. C'est un petit peu le séisme qu'ont provoqué le Web3, qui a provoqué le Web3 et en fait les crypto-domaines en disant, bah, en fait, on va inventer un. Bon, ça n'a pas marché, il y a eu un effet d'annonce, mais derrière, ça n'a pas fonctionné. Parce que quand même, le gros avantage de notre système aujourd'hui, on peut dire qu'en fait, effectivement, il est très, très teinté d'américanisme, mais le gros avantage, c'est qu'en fait, il existe depuis 20 ans, il a montré sa robustesse et sa résilience, et ça marche. Et malgré tout, il a quand même pu porter des idées différentes, une diversité d'opinions, faire croître un certain nombre de choses, faire tomber des pays à des dictatures. Donc quand même, si tu veux, il est quand même porteur d'un certain nombre de choses. Là où je suis en fait plus circonspect, c'est l'utilisation qu'on est fait aujourd'hui, où on essaye de couper certaines zones parce qu'elles ne sont pas sur des valeurs démocratiques. Je trouve que c'est instrumentaliser l'Internet et que c'est un peu dommage parce que la valeur de l'Internet, ce serait d'être neutre et d'être porteur justement et de pouvoir maximiser les échanges. C'est-à-dire qu'en fait, l'Internet doit véritablement rester ouvert à tout le monde, dans tous les pays, parce que c'est quand même le meilleur moyen, à mon sens, de pouvoir donner la parole à tout le monde et faire en sorte que toutes les minorités, toutes les diversités puissent s'exprimer au-delà des régimes politiques qui existent. Et on oublie Je- un petit peu que si le mur de Berlin est tombé et si, si l'Est est tombé, c'est quand même en grande partie parce que justement on a pu partager des informations au-delà de ce mur et qu'en fait bah, les régimes ne pouvaient pas en fait contenir cette information et que voilà et que ça voilà. Donc, voilà. Donc, Où est-ce qu'on en est avec net neutrality alors? bah, aujourd'hui, dans le rapport de force des mondes, en fait, il suit la géopolitique. Donc, en fait, en fait, on se bat pour le continuer, mais effectivement, il y a une pression du gouvernement, mais même au niveau européen, si tu veux, lorsque tu vois en fait que tu as Nice 2 qui commence en fait à nous demander à contrôler un certain nombre de choses. Bah, on voit que, alors effectivement, c'est pour éviter les abus, donc c'est sous cet angle-là, mais l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions, donc il faut faire attention, effectivement, mais c'est pour ça qu'il faut être vigilant, et c'est pour ça qu'en fait, je trouve que c'est pas mal qu'il y ait des acteurs, pas que américains. Moi, je milite beaucoup pour que beaucoup d'acteurs européens ou d'autres pays, africains ou autres, soient présents à l'ICANN, passent du temps, c'est un coût, mais en fait, c'est important qu'il y ait beaucoup de diversité pour justement veiller à ça. Alors, Gandhi, alors il a fallu que pour préparer notre entretien, j'aille voir comment est arrivé le mot Gandhi. Parce que quand Et j'ai bon, démarré avec Gandhi, je pensais que ça avait quelque chose avec Mahatma. C'est la non. gestion et attribution des noms de domaine sur Internet. Tu es PDG depuis à peu près un an maintenant, et j'aurais voulu que tu regardes, puisqu'on en parle depuis des années, toi et moi, comment le leadership a changé et quelles ont été les choses que tu as voulu mettre en place quand tu es arrivé en tant que PDG? Ah bah, en fait, c'est assez paradoxal parce que je suis en fait un peu pas, je fais pas en fait comment dire, un tournant à 90 degrés, mais je reviens un petit peu en fait par rapport à des choses. Pendant longtemps en tant que RH, et puis bah, moi, effectivement j'ai accompagné en fait toute la transformation des entreprises depuis les années, depuis l'essor de l'Internet, etc. Et puis l'horizontalisation qu'on a pu voir. J'ai fait pas mal d'interventions quand j'étais DRH en disant que c'était bien parce que on allait vers l'autonomie, machin, etc., l'horizontalisation.
Et là, en fait, je suis arrivé chez Gandhi, qui est une société qui était pratiquement en fait horizontale dans sa culture, dans son mode de fonctionnement. Et en fait, c'est ce qui faisait que ça marchait pas. Parce qu'en fait, ça manquait de verticalité. Tu vois. Et donc, du coup, je Hmm. remets un peu de verticalité. Donc, pas de la verticalité comme on a pu voir dans le management des années 80 ou dans le summum en fait, des années 70. Mais en fait, et c'est super intéressant d'ailleurs, en fait, en termes de réflexion sur le leadership, parce que je pense que on a été peut-être un petit peu trop loin dans tous les modèles autogérés, un peu d'ailleurs, en fait, je ne devrais pas dire ça, mais ça me fait penser quand même à ça, un peu 68 arts en fait décalé. Il y a- dans l'internet et justement cette ouverture, il y a une fronde libertaire en fait de retrouver. Donc il y a une forme en fait de prolongement du mouvement hippie en fait des années 70 quelque part, où on dit bah, finalement c'est génial, il y a l'information distribuée à tout le monde, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au final, bah, les acteurs, si on prend un Facebook, alors, moi je l'associe en fait un petit peu à la conquête de l'Ouest des États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, les colons qui sont arrivés, qui croient qu'en fait c'est open, euh, faisant fi en fait finalement des gens qui habitaient là, se posent même pas de questions. Ah, c'est super, c'est open, on s'installe. Et puis finalement, au final, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont commencé à mettre des barrières, qui ont mis des enclosures et qui en fait ont pris la propriété en fait sans se poser de questions. Bon, tu as un peu le même phénomène sur Internet. Tu as une première vague où on ouvre tout, c'est génial. Et puis, bah, tu as des Facebook qui arrivent et qui foutent des barrières. Poum, poum, la donnée, c'est à moi, je la traite et en fait, j'en fais du business. Tu Walled vois, gardens. exactement. Et donc, du coup, c'est pareil, en fait, un peu sur le management, sur le leadership. C'est-à-dire qu'en fait, tu as cette volonté, donc cette volonté de cette émancipation s'accompagne de, bah, finalement, vous faites ce que vous voulez, vous prenez des vacances quand vous voulez, vous faites... donc, en fait, dans la réalité des faits, c'est pas ça, ça marche pas. On a besoin quand même, en fait, bah, d'avoir des références, de travailler. Il faut quand même produire un résultat. Il y a des actionnaires, il faut... Enfin, voilà. Donc, du coup, si tu veux, voilà, moi j'ai cueilli en fait une société qui s'était un peu crue portée par les choses, et puis là je remets en fait un peu de verticalité, je remets en fait du process, je remets en fait aussi une réflexion plus financière, c'est-à-dire qu'en fait bah, on développe des produits, c'est par rapport à un usage, c'est par rapport, on crée de la valeur, mais on a un actionnaire, donc en fait il faut, c'est pas juste comme ça quoi. Euh, et donc c'est super intéressant parce que je me retrouve un petit peu en opposition par rapport à ce que j'ai pu promouvoir quand j'étais DRH. Euh, c'est aussi hyper intéressant de voir en fait le fait d'avoir été DRH me donne en fait une vision en fait de l'humain et de la dynamique en fait de leadership en fait assez intéressante. Je pense parce que du coup je vois en fait le collectif en fait. Ce qui m'intéresse moi c'est piloter un collectif. Donc c'est donner du sens euh, avec un collectif. Donc de temps en temps il faut être un petit peu directif. De temps en temps faut lâcher. C'est hyper intéressant et surtout avoir en fait une vision de son marché, de là où tu veux aller et le faire partager, mais en restant quand même en fait, comment dire, perméable aux ajustements. Hein, parce qu'en fait, je n'ai pas la prétention d'avoir raison, c'est pas vrai. J'ai juste une intuition qui est plus qu'une intuition parce que c'est confronté par rapport à des analyses. Je me suis fait mais en fait, il faut rester perméable en permanence et trouver le moyen d'où le fait que toi, j'aime bien en fait avoir des échanges, avoir des personnes qui me contredisent parce que du coup, ça me fait maturer et avancer. Et puis voilà, même si je tourne en rond, j'avance. Mais c'est un peu comme tu as dit au début, c'est-à-dire on ne va jamais connaître totalement la vérité, comme Non. si on détient tous la vérité absolue. Et tu vois, je reviens aussi sur le. Je pense qu'il n'y a pas de modèle de management. Il n'y a pas de modèle de leadership. C'est par rapport à un contexte. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut créer, c'est une harmonie quelque part. C'est Hmm. ça qui est important. Et en RH, c'est arrivé à ça, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de modèle RH. Je ne crois pas, en fait. Moi, je lis plus de bouquins de management. Ça ne m'intéresse plus. Parce que finalement, c'est pas les recettes qui sont importantes. C'est comment tu vas faire ta recette pour que ça prenne et que Dans ça ton marche. contexte. Exactement. Et donc, en revanche, c'est bien d'en avoir lu plein, mais pas parce qu'il faut un modèle, c'est juste de voir qu'il y a plein de modèles possibles,
qu'il y a plein d'ajustements possibles. Et en fait, si tu veux, c'est la cohérence qui est importante. C'est la cohérence par rapport, en fait, à là où tu veux aller, avec qui, dans ton histoire, parce qu'en fait, chacun a son histoire différente. Je pense que la vraie révolution pour moi de l'Internet, c'est pas tellement le fait que de dire il n'y a plus de modèle, ou c'est un modèle horizontal et plus vertical, ou ce genre de choses. Non, c'est juste en fait prendre conscience que tu es dans un réverbère et que tu ne vois qu'une partie des choses et qu'il se passe plein de choses ailleurs. Et qu'en fait, il faut élargir ton cône pour avoir une bonne. Mais en élargissant ton cône, il ne faut pas non plus que tu ne fasses rien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi que tu restes capable. En fait, un leader, c'est quelqu'un qui va agir. Donc, en fait, il ne faut pas rester quoi, parce qu'en fait, je ne sais plus quoi faire, parce qu'en fait, j'ai trop d'informations qui m'arrivent. Donc, il faut prendre le risque à un moment de dire non, en fait, c'est cette information que je choisis. Je suis conscient qu'il y a plein d'informations, mais c'est celle-là qui va me faire avancer. Et sur la base de celle-là, je vais aller là. Et en fait, finalement, après, de construire une cohérence par rapport à ça. Je ne sais pas si je suis clair, mais Oui, non, mais c'est compliqué parce que il y a les tendances, c'est la société qui pousse faire ça, les jeunes qui disent bah, moi je veux faire ça. Et quand on leur explique qu'il ben, il y a des comptes à rendre, que nous on est en silo, enfin pour reprendre un terme qui a été un peu abusé et parfois toxique, on est dans un monde où l'employé ou le candidat, il demande tellement de choses. Je veux le pouvoir tout de suite, je veux des titres, je veux ceci, cela, car regarde ce qui se passe ailleurs. Et donc, pour se rappeler quel est mon contexte, et est-ce que c'est possible que dans ta vision sur Gandhi, il est aussi une notion de ramener davantage de ce qu'on appelle en anglais accountability, plus de responsabilité, plus de lien avec moi et le résultat. complètement. En fait, c'est l'épine dorsale, finalement. En fait, tu le dis très bien. En fait, c'est l'épine dorsale, en fait, quand je dis en fait, de remettre du rationnel et du process, et puis assis sur une création de valeur. En fait, c'est redonner du sens. Enfin, c'est redonner un sens. C'est pas forcément redonner du sens, c'est redonner un sens à pourquoi je suis en fait, pourquoi je travaille chez Gandhi, mais pas un sens ouvert, sans dire en fait on travaille dans une entreprise. Il y a un lien de suggestion, en fait, il y a un lien de subordination. Mais en même temps, en fait, on est quelqu'un d'intelligent. Donc en fait, oui, c'est comment tu remets la personne dans un schéma, finalement, où il va travailler pour quelque chose. D'accord? Et est-ce Il a une qu'il y a une capacité. place pour la raison d'être là-dedans? Parce qu'on parle de sens. Mais pour moi, l'entreprise n'a pas à donner la raison d'être à un individu. C'est-à-dire qu'en fait, la raison d'être d'un individu est beaucoup plus large et l'épanouissement d'un individu. Et en fait, on n'a pas à se substituer. Je pense qu'en fait, c'est une erreur et c'est une voie en fait sur laquelle en fait beaucoup de là on a essayé d'aller sur les années dernières et on va revenir en arrière parce qu'en fait c'est pas à l'entreprise en fait ou sinon en fait c'est très très grave parce que ça veut dire qu'on enferme l'individu dans une entreprise. C'est pas le rôle de l'entreprise. Ça c'est le rôle plus du pays, de la nation ou des communautés ou de l'individu de se constituer en fait au travers de tout ça quelque chose. Mais en fait, l'entreprise n'a pas à se substituer à l'individu, ou sinon, en fait, on a des robots, en fait, on en fait des ouvriers, en fait, type dans un schéma fordiste, où on enferme tout le monde. Au contraire, la personne, elle vient dans l'entreprise, non pas pour se réaliser, en fait, professionnellement, mais pas pour se réaliser en tant qu'individu. Ça peut aller de pair, mais en fait, le projet de l'individu doit être beaucoup plus large, sinon c'est trop triste. Sinon, tu Mais enfermes la personne tu vois, et c'est par exemple, c'est le débat que j'ai sur le remote. On revient d'une phase où bah, tout le monde était en remote. Moi, je dis non, il faut revenir. Une entreprise, c'est un collectif. Et un collectif où on ne se voit pas, ce n'est pas un collectif. Je sais pas vrai. Enfin, sinon, ça se serait. On aurait déjà inventé les choses. C'est pas parce que la technologie nous permet. C'est pas la même chose. Le fait de se voir, d'être confronté à quelque chose d'autre, de devoir défendre ses opinions, de pas, c'est hyper important d'être dans une réunion en face à face. Après, on peut le compléter par du remote, on peut donner plus de souplesse, j'ai pas de souci. Mais en tout cas, il faut quand même revenir en fait au bureau. Le fait de perdre du temps à la machine à café est souvent décrié, mais c'est pas une perte de temps parce qu'en fait, il se passe beaucoup de choses. En fait, on ne pense pas, on n'est pas des robots, donc de temps en temps, le simple fait de voir quelqu'un, ça va nous faire penser à quelque chose et on discute d'autres choses. Et puis d'ailleurs, ça nous fait, voilà, il y a des espèces. Et ça, c'est une richesse. Et je le vois très bien en fait, moi. Il y a eu une perte en fait de créativité, de fonctionnement en fait avec le remote. Et c'est pas voilà. Alors oui, en fait, c'est pas à la carte en fait. Et je pense que
c'est quelque chose en fait sur lequel il faut travailler. Il y a un autre thème qui est revenu, alors, c'est la, la création de rencontres improbables, quelque part autour du café, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, si j'ai bien compris, tu serais un peu contre la loi Pacte, qui indique que les entreprises doivent avoir une raison d'être. Ou en tout cas, est-ce que, enfin, que, je veux pas, c'est pas une question d'être illégal, mais j'ai l'impression que l'histoire de purpose de l'entreprise, ça te convient pas trop. Non, en fait, enfin, après j'ai peut-être une vision trop, mais si tu veux, une entreprise, ça reste en fait, il y a des personnes qui mettent des capitaux et qui vont en fait développer une activité. Alors en revanche, si tu veux mais ça existait avant, en fait, il n'y a rien de nouveau, parce que si tu veux, avant, quand tu devais monter en fait une société, tu n'avais pas le droit de faire des sociétés en fait dont l'activité était contraire aux mœurs. Hein, pendant très longtemps, en fait, dans le capitalisme, tu ne pouvais pas monter des sociétés de n'importe quoi. Donc là, en fait, effectivement, on est parti dans tous les sens, mais tu ne pouvais pas créer, en fait, si tu t'en tiens, en fait, au texte historique qui constitue des sociétés, tu ne peux pas créer, en fait, n'importe quoi comme activité. Donc, en fait, on a oublié ça et en fait, on essaie de remettre des choses. Mais une société reste quand même un lieu où tu as en fait des gens qui mettent des capitaux, où tu as des personnes en fait qui arrivent avec un savoir-faire et en fait on crée en fait de la valeur pour tes actionnaires. Et en même temps, si tu peux en fait en même temps donner effectivement euh, une perspective, comment dire, de réalisation professionnelle des individus, mais en fait j'insiste bien sur le professionnel, c'est le travail en fait qu'on doit faire pour donner en fait effectivement du sens en fait à la journée que tu passes. Mais si tu veux, on n'a pas vocation à, à donner 100% en fait du sens. Enfin, c'est trop triste. La personne, il Hmm. faut qu'elle existe par ailleurs. Elle n'existe pas parce qu'elle est dans une société. On est en train de là de faire en fait des personnes qui vont être complètement assistées en fait il faut développer l'esprit critique. Il faut que la personne, pour développer son esprit critique, il faut qu'elle puisse en fait critiquer la société dans laquelle elle travaille en tant qu'entreprise. C'est sain de pouvoir apporter en fait un jugement. Comment elle peut porter un jugement si elle n'a pas en fait une aspiration autre à côté. Et alors, ça voudrait dire en fait que l'État va déléguer en fait aux sociétés en fait le projet justement de société. Non, 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 ce serait trop grave. Donc, je sais, enfin, j'ai du mal en fait avec cette notion, tu vois, ça dépend ce qu'on met derrière. Euh, Maintenant, tu as des valeurs. Alors, c'est vrai qu'en fait, les entreprises ont des valeurs que tu peux adresser en fait à un même marché ou le même développement d'activité avec des valeurs différentes. Mais c'est toute la richesse finalement de ça. Et on en revient en fait au principe de cohérence. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis persuadé qu'en fait, les entreprises qui performent, c'est les entreprises qui sont arrivées en fait à aligner toute la cohérence entre leur organisation, leurs valeurs, leur projet. Mais il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui étaient c'est compliqué en fait d'expliquer en fait sans prendre à partie en fait des entreprises ou des noms. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui se font rattraper en fait, qui partent effectivement sur des entreprises à mission, et puis qui se retrouvent confrontés en fait, qui à un moment en fait se disent ah bah oui mais le problème c'est qu'en fait on vend plus nos produits quoi. Il y en Oui, a une la qui essaie de réalité. Ouais, et bah juste, on vend plus nos produits. Bah oui, parce qu'en fait, si tu développes en fait quelque chose qui est pas en fait en alignement, il y a un moment où il faut que tu vendes tes produits. Alors après, est-ce que vendre tes produits, c'est considéré comme étant éthique ou pas? Ça, c'est un autre sujet. Mais à ce moment-là, la question, c'est je ferme l'entreprise ou je fais, enfin, tu vois. Je veux juste terminer, sans abuser ton temps, Arnaud, sur une dernière question, parce que tu l'as évoqué, cette histoire des hybrides. Alors, avec mes amis, mes contacts, les autres entretiens, il y a beaucoup de patrons et de patronnes qui se posent la question de faire revenir au bureau ou pas. Donc, j'ai compris que pour toi, chez Gandhi, c'est une question avec certaines flexibilités, mais quand même, il faut venir au bureau. Quel sont les arguments qui marchent là-dedans? Parce qu'il y en a plein qui disent oh, c'est difficile parce que mes employés ne veulent pas venir, ils préfèrent travailler de chez eux, ils ont marre de faire le commute.
aller dans le bureau qui est mal en pointe, open space, j'entends tout le monde, j'ai pas de... Enfin, comment arriver à gérer ce beans? Et ben c'est pas simple en fait, il faut y aller progressivement en fait. Donc on peut pas le décréter du jour au lendemain. De la même manière que tu peux pas décréter du jour au lendemain que tu vas être complètement en fait en remote, ça marche pas en fait, ça va pas marcher. Bon après il y avait un contexte particulier de pandémie, donc on n'a pas eu le choix. Mais oui, il faut accompagner en fait, il faut l'accompagner. Donc en fait il faut démontrer aux gens que en fait on a des meilleurs résultats en fait en se voyant, en étant en confrontation. Après, il faut créer en fait aussi l'espace en fait favorable. Et puis il faut convaincre en fait, il faut en permanence en fait convaincre les personnes de revenir. Donc on n'arrête pas en fait. Donc, toute la direction là, est sur le même schéma et en fait on l'a affiché. Donc en fait enfin moi d'entrée de jeu j'ai dit ben voilà, je n'y crois pas. Je ne crois pas en fait au full remote pour un certain nombre de raisons parce qu'en fait on perd en termes de, de- de création de valeur, d'échange, et puis que de toute façon, si tu veux, si demain on me dit moi que je suis en fait en remote, ben, j'arrête en fait d'être entrepreneur et puis en fait je suis analyste dans une banque, hein, parce que finalement je vais me foutre aux Seychelles, tu vois, au soleil, et puis je vais faire des... S'il n'y a plus ce plaisir du contact, s'il n'y a plus ce challenge de devoir en fait dire à quelqu'un, enfin la difficulté des contacts humains, ce que ça veut dire en fait au quotidien, de piloter des gens, il n'y a plus d'intérêt à être une entreprise. Tu es juste en fait un consultant analyste qui crache des rapports et puis basta. Et puis je passe du temps en fait au soleil. Non, donc du coup, c'est ça. J'ai montré l'exemple, hein. Donc il faut montrer l'exemple aussi. Parce que si tu veux, si tu dis ça et que tu ne montres pas l'exemple, bah, ça ne sert à rien, hein. Donc en fait, il faut aussi montrer. Et puis, et en fait, finalement, on y arrive. C'est compliqué, en fait, effectivement, avec les jeunes générations qui ne comprennent pas forcément, parce qu'en fait, elles arrivent avec des prétentions. Mais plus que d'ailleurs le remote, c'est tout le sujet de la suggestion, de devoir rendre des comptes, de devoir, qui est compliqué avec la jeune génération. Mais on trouve quand même des gens motivés. Enfin, moi, voilà, on y arrive en fait. Donc il n'y a pas de, j'ai pas de sujet hein, sur ça. Après, au fait, il faut aussi complètement dépoussiérer hein, parce que toutes les entreprises, hein, une entreprise comme Zoom, en fait, elle est bien revenue en fait du remote total, hein, donc alors qu'en fait, elle a tous les outils pour organiser ça. Donc ça veut quand même dire qu'à un moment ou à un autre, il y a un truc qui va pas, qui fonctionne pas. Donc en fait, et puis tu vois, en fait, ce que je disais en fait aux personnes, c'est que je lui dis, mais écoutez, moi, vous me dites que vous êtes en remote, mais ok, vous êtes en remote, donc ça veut dire que vous ouvrez, c'est pas le côté positif ça, je ne l'ai pas trop parlé, mais en fait, c'est une vraie réflexion. Ça veut dire qu'en fait, vous m'ouvrez, en fait, vous complexifiez la relation, parce que qui dit en remote, dit en fait, il faut qu'on se complexifie, hein, parce qu'un manager qui doit piloter des équipes en remote, c'est quand même en fait hyper chronophage, et c'est pas simple du tout. Mais je lui dis, faites attention, parce que ça veut dire que vous ouvrez une boîte de Pandore. Ça veut dire qu'en fait, si j'accepte du remote, je l'accepte en fait du remote dans le monde entier. Et dans le monde entier, je peux avoir des compétences supérieures avec des coûts inférieurs. Pour ne pas dire éviter d'avoir un bureau. Donc, ah, vous êtes sûr que... Parce qu'en fait, quelque part, quand on paye quelqu'un ici, c'est qu'on paye aussi la personne qui est capable de venir au bureau à Paris. Et je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire habiter ça veut dire les transports, les machins, etc. Mais quelque part, on avait pris un rythme en fait, faire en sorte. On met de l'assouplissement. Parce qu'un jour, 2 jours, vous pouvez en fait prendre, ok, très bien. Mais ça veut dire aussi quand même quelque part, en fait, effectivement, on donne un coup par rapport à ça. Et puis parce que, donc, tu vois, en fait, c'est tout vouloir balancer d'un coup pour avoir tout. Enfin, voilà, c'est pas. Je pense qu'en fait, c'est pas comme ça que ça peut le faire. Et puis on est quand même, en fait, on est des animaux en fait sociaux. Je pense qu'en fait, on a besoin de contact. Ça, c'est une réelle conviction. Et c'est la réalité, selon moi aussi, Arnaud. Avec ça, je vais te laisser prendre ta vie normale. Je te remercie beaucoup d'avoir été sur mon podcast, de parler de ça aussi franchement. C'était sympathique de reconnecter, malgré le fait qu'on ne s'embrasse pas parce qu'on est à distance. Mais tout ça est bien. Comment est-ce que quelqu'un peut regarder un peu plus sur ce que tu fais, ce que tu écris, te suivre, quels sont les liens, les actions pour les gens qui étaient intéressés par notre conversation?
Alors, je suis sur LinkedIn, en fait. Donc, en fait, on peut me trouver en fait, assez facilement sur LinkedIn. C'est là où j'interagis le plus. Sur Twitter, j'ai un peu décroché là, ces derniers temps. Euh, je n'ai pas trouvé le mode, mais c'est plus sur LinkedIn, en fait. Et sur LinkedIn, en fait, c'est assez facile, en fait, hein, sur ma messagerie. En fait, on peut interagir avec moi sans aucun problème. Je Et, réponds. quel- et quelque chose qui est drôle, c'est gandhi.net, pas gandhi.com. Ouais, c'est Candy.net parce que justement, on voulait se différencier et ne pas avoir un point .com parce qu'en fait, la petite, le petit, la petite chose sur laquelle je suis passé un peu vite, mais l'acte fondateur de Gandhi, ça a été quand même en fait l'ouverture des noms de domaine en 99 euh, à des personnes qui n'étaient pas aux États-Unis et pour moins cher que ce qui se payait à l'époque, hein. Ils ont divisé par 10 le prix. Donc, c'était en fait un aiguillon qui a ouvert en fait au plus grand l'accès au nom de domaine. Voilà. On est une des premières sociétés en fait non américaines accréditées à l'ICANN. Donc, ouais. J'ai eu sur mon podcast en anglais un des fondateurs d'ICANN, donc c'est pour ça que je connais un peu ce qui s'est passé là-bas. Avec ça, Arnaud, merci beaucoup. Grand plaisir de t'avoir et à bientôt. Merci, Minter. À très bientôt.